Figaro Live, bonjour à tous, merci de nous suivre, on est en direct pour vous faire visiter cet endroit, un endroit que vous connaissez évidemment, vous reconnaissez la cathédrale Notre-Dame de Paris qui va rouvrir ses portes le 7 et 8 décembre prochain, près de 5 ans après l'incendie qui a touché l'édifice. C'est les journées du patrimoine ce week-end et pour cette occasion, eh bien, l'établissement public Rebâtir Notre-Dame a mis en place tout un village pour faire découvrir ce chantier, pour faire découvrir toutes les opérations qui sont menées dans la cathédrale depuis bientôt 5 ans. D'abord, ce premier stand que je vous propose de visiter ensemble. Ici, ce sont les charpentiers qui sont à l'œuvre et qui vont donc nous raconter un petit peu comment ils travaillent, comment ils ont travaillé, parce que évidemment tous les artisans que nous allons rencontrer ont travaillé, certains travaillent encore sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Voilà, on est ici avec Loïc et Brieux qui sont en train de se préparer pour ces activités. Ils vont montrer au grand public pendant tout le week-end comment ils ont travaillé. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour le Figaro Live. Alors racontez-nous Loïc, Brieux, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, quelles sont vos missions. Là, voilà, vous êtes charpentier. C'est quoi exactement un charpentier? Quel est le boulot d'un charpentier? Eh ben, charpentier, c'est un métier qui consiste à proposer un support de couverture. Donc c'est la théorie, mais globalement on fait des triangles pour que ensuite les couvreurs puissent appliquer leur support et faire l'étanchéité dont on aurait bien besoin aujourd'hui, mais on va s'en passer. Et là aujourd'hui l'opération qu'on montre, c'est un peu la spécialité qui a été mise en avant par ce chantier. Qui est notamment l'équarrissage à la hache. D'accord, alors ça veut dire quoi ça, l'équarrissage à la hache? Équarrir, donc mettre au carré quelque chose de rond, là en l'occurrence une grume, donc un arbre qu'on a été choisir en forêt, et l'objectif c'est du coup de créer les poutres qui constitueront la future charpente. Enfin, non, elle est déjà réalisée pour nous, mais en l'occurrence quand on est à l'étape d'équarrissage, on parle de future charpente. Notamment celle de Notre-Dame. Donc c'est comme ça que vous avez travaillé, on a cette charpente à reconstruire, ça y est maintenant elle touche à sa fin, cette reconstruction. On part donc de ces arbres qu'on est allé couper en forêt et ensuite on va en faire des véritables charpentes. Oui, tout à fait. Et donc ce mode opératoire nous permet d'arriver à une poutre qui ensuite elle-même sera assemblée avec d'autres poutres pour créer l'élément dit charpente. On a derrière nous en fait une maquette qui montre du coup la charpente de Notre-Dame, une des travées. Donc ça, c'est l'objectif final. À la fin, ça va ressembler à ça. Exactement. En fait, on a donc là, il faut s'imaginer que chaque poutre, c'était un arbre à l'origine qu'on a sélectionné en forêt pour sa particularité. Vous voyez ici on a des éléments qui sont très longs, très fins, et donc c'est une caractéristique qui est très difficile à trouver en forêt. Comment on les choisit alors ces arbres? Eh ben, grâce aux forestiers qui connaissent très bien leurs parcelles, on leur donne notre cahier des charges. Ensuite, ils nous emmènent dans leur forêt où ils pressentent que ces pièces de bois sont présentes. Et on choisit main dans la main, puisqu'il faut qu'on prenne les arbres dont ils sont OK, qu'on prélève, et on les rapatrie dans nos ateliers. Et ensuite, c'est là que va débuter l'équarrissage, c'est ça hein? L'équarrissage, exactement, ce que Brieux a commencé à entreprendre derrière nous là. Donc là, la première étape qu'il est en train de réaliser, c'est des entailles. Donc tous les 50 cm, il réalise une entaille qui découpe le fil du bois. D'accord. Et ensuite, on va venir clapper, donc c'est retirer avec la même hache un gros copeau qui est le dégrossi de la pièce de bois. D'accord. Et ensuite avec une hache de finition, j'en avais une dans les mains il n'y a pas si longtemps. Ici je crois. Mais la Doloire. On va aller chercher la hache, voilà, et on va vous la montrer. Donc on a cette petite hache de finition, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ça en fait, quand on trace et taille nos charpentes, on veut que les bois soient réguliers et précis. Et donc cette hache a un manche plus léger. On fait des copeaux beaucoup plus fins qu'avec cette grosse hache là. Et donc on peut faire quelque chose de vraiment très précis et de très fin. Et vous voyez cette hache, ça fait partie du chantier de Notre-Dame, de son ADN. On l'a fait fabriquer
spécialement pour le chantier, puisque ce savoir-faire que vous voyez, c'est un savoir-faire qui était perdu depuis une dizaine d'années en fait, qu'on a remis en œuvre nous dans notre entreprise, et on a partagé le chantier avec les ateliers Perrault, qui eux maîtrisaient le savoir-faire de charpentier mais pas de transformation à la hache. D'accord. Et donc on a fait forger des haches pour leurs ateliers. Ça, c'est une hache qui a servi sur le chantier. Sur le chantier de Notre-Dame, tout à fait. Vous voyez, le manche est à une couleur, c'est la sueur des charpentiers qui s'est transmise tout au long du chantier à travers le manche. Et vous voyez, il y a le poinçon de l'établissement public et de la maîtrise d'œuvre, ainsi que le poinçon de tous les taillandiers qui l'ont réalisé. Ça, c'est des outils qui vaudront très cher, ça, dans quelques années. Bon, c'est pas la raison pour laquelle on fait ces outils, mais on l'espère que au-delà de la valeur économique, c'est surtout la valeur affective qui est la plus importante. En tout cas, c'est des outils qui sont uniques en fait. Chacun a sa personnalité. Même si c'est des modèles qui sont similaires, quand on passe des heures et des heures avec ces outils, on sent que chacun a une manière de fonctionner, et on a du coup différents charpentiers, une affinité avec chaque outil. Ce qui est vraiment chouette et qui participe à l'ADN de ces savoir-faire, c'est aussi l'outil, en tout cas en l'occurrence ici. Alors justement, ça prend combien de temps de construire comme ça une poutre? Et ben, quand on est en phase d'atelier, c'est beaucoup plus rapide qu'en phase de démonstration. Vous imaginez bien, on ne travaille pas dans des conditions qui sont hyper propices. Moi personnellement, une pièce comme celle-ci, et la plupart des collègues aussi, on mettrait une demi-journée pour sortir une poutre à l'issue de tout ça. D'accord, donc là Brieux il est parti, et là dans quoi? Dans 4-5 heures, on a une jolie poutre qui pourrait aller, théoriquement elle pourrait aller sur Notre-Dame. Exactement, ouais, exactement. Bon, alors racontez-nous, parce que vous avez parlé également de cet aspect affectif. Vous avez utilisé ce mot qui me plaît. Pour vous, bosser comme ça, travailler sur Notre-Dame, j'imagine que c'est pas un chantier comme les autres. C'est pas un chantier comme les autres, surtout nous en charpente, en fait, c'est quelque chose qu'on martèle et qui est dit et redit, mais les carissages à la main, c'est vraiment donc de transformer les poutres, d'aller en forêt chercher ces arbres, c'est vraiment novateur, c'est quelque chose qu'on faisait jamais depuis des années. Parce que tout est fait à la main. Et tout est fait à la main, on a quand même des machines dans nos ateliers qui nous permettent de dégrossir le travail, mais qui n'ont pas un impact sur le produit fini, sur la qualité du travail final, et qui en l'occurrence nous permettent aussi de gagner énormément de temps et d'énergie humaine, puisque derrière tout ça c'est aussi des hommes qui lèvent et descendent les outils, et donc on a besoin de les protéger aussi. Mais avec le temps et avec l'habitude, en fait, on peut faire ça pendant des heures et des heures, des journées répétées, sans avoir aucun problème derrière. Vous avez travaillé sur la charpente de la nef, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous, nos ateliers, avec quelques autres ateliers, on a participé à la charpente de la nef, réalisé la charpente de la nef. Tout a été monté à blanc dans nos ateliers. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici sur la maquette, pour vérifier la conformité de la charpente, on a tout monté à blanc dans nos ateliers, et ça nous a permis aussi de stocker la charpente qui est en bois vert, puisque les arbres ont été abattus récemment, dans des conditions dans lesquelles elle va sécher dans le futur sur Notre-Dame. C'est le meilleur moyen de la stocker, en tout cas aujourd'hui. Le meilleur moyen de la stocker, c'est de la mettre en fait carrément sur place. C'est ça, ou de la mettre dans les conditions dans lesquelles elle sera sur place. Et voilà, c'était pour ça qu'on a fait ce... Ça a demandé combien de temps de reconstruire cette charpente, de reconstruire toutes ces poutres pour ensuite réaliser la charpente de Notre-Dame? Eh ben, si on compte l'aprobois, à partir du moment où on allait choisir les arbres en forêt, jusqu'au moment où on a levé la dernière poutre et croché le bouquet en haut de la charpente, ça a duré 1 an et demi pour notre atelier, pour la partie nef. Et la partie cœur qui était un peu moins volumineuse, un peu moins d'1 an et demi, 1 an et quelques mois. Là, ça y est, votre mission est terminée sur Notre-Dame pour ce qui est des charpentiers? Depuis le mois de mars, notre mission est terminée. Comme je vous parlais un peu plus tôt, on a croché le bouquet. Bouquet qui est une tradition pour nous, qui nous permet de signifier que le chantier est fini, rompu pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Le plus jeune de l'équipe qui a levé va
accrocher, donc là c'était les plus jeunes en l'occurrence, parce qu'on était plusieurs équipes à accrocher le bouquet tout là-haut. Donc c'est un bouquet, normalement on le fait avec les branches de l'arbre et des fleurs de saison qui vont sécher et qui vont rester là-haut. Et donc ce bouquet il nous permet aussi on est un peu superstitieux nous les charpentiers, de souhaiter une bonne vie au bâtiment, une bonne vie à ceux qui vont l'utiliser, beaucoup de prospérité et de bonheur et de joie dans l'utilisation de cet édifice. Vous avez conscience, Loïc, que cette charpente que vous avez construite là-haut, dans 700 ans, elle est encore là? Alors j'en ai conscience, mais surtout je l'espère. Je me sens très chanceux d'avoir pu faire partie de cet héritage et de me considérer être passeur de cet héritage. En fait, l'intérêt de la reconstruction de cette charpente, c'est que chaque travée est unique, chaque ferme est unique, chaque ferme avait l'identité des charpentiers de l'époque. Et ça, Rémi Fromont, l'architecte en chef des monuments historiques qui nous a supervisé, il l'avait relevé par ses dessins et on l'a restitué très très fidèlement. C'est-à-dire qu'on a restitué vraiment l'histoire qu'ils avaient. En fait, vous voyez ici, donc ça c'est une ferme. Il y a 11 fermes dans la nef et chaque ferme est différente. En fait, elles ont toutes des décors différents, des traces d'outils différentes, des assemblages qui diffèrent et une conception aussi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on termine, quand on met cette dernière poutre et qu'on se dit ça y est, on a terminé la charpente de Notre-Dame de Paris? Je pense que globalement, on se sent fier un peu, mais avec une fierté bien placée, je l'espère. Je dirais que moi personnellement, parce que c'est mon atelier qui a supervisé toute la nef et aussi aidé à la réalisation du chœur, c'était beaucoup d'émotions au moment où on accrochait le bouquet. Au moment où les dernières pièces sont arrivées là-haut, j'ai pas pu me retenir de fondre en larmes en voyant ce beau chantier et cette aventure humaine, toutes ces personnes qui ont participé là-haut en plus, et partager ce moment avec eux, c'était vraiment chouette et incroyable. Vous avez versé votre larme quand la charpente était terminée? Oui, c'était une aventure incroyable, c'était 2 ans d'émotion à maîtriser pour mener le chantier à son terme, réussir à aller jusqu'au bout. Et donc oui, forcément, c'était un moment, c'était le clap de fin, donc toutes ces émotions enfermées sont sorties à ce moment-là, ouais, c'était assez incroyable. Bon, ben merci beaucoup et j'imagine que ça vous fait plaisir aussi de rencontrer un peu le public. Il y a un certain nombre d'ateliers là qui vont vous permettre aussi, ça c'est pas forcément des choses qui ont été réalisées sur Notre-Dame, mais ça permet de montrer au grand public en quoi consiste votre métier. Oui, en fait, là on a un atelier aussi Bardot qui est un peu plus proche du public, qui nous permet de beaucoup plus facilement dialoguer. C'est quelque chose que faisaient les charpentiers de l'époque avec les chutes du chantier. En fait, bon, la toiture de Notre-Dame a toujours été couverte en plomb, mais souvent, quand on faisait une charpente, un matériau assez simple pour réaliser la couverture, c'est le bardeau. Et donc on réalise les bardeaux comme ils faisaient à l'époque, et comme on pouvait voir sur les toits parisiens sûrement au XIIIe siècle. Il y a beaucoup de mots techniques, hein. C'est pas évident de comprendre exactement. Je suis désolé, notre métier est très technique, chaque chose a un nom et même chaque nom a plusieurs appellations en fonction de la région et du charpentier. Bardot, c'est aussi Tavaillon. ce qui fait le charme du métier. Et oui, et c'est ça qui fait que venez faire de la charpente, c'est vraiment très chouette pour ça en tout cas. Bon, bah, le message est passé. Merci beaucoup Loïc et on vous souhaite un bon week-end à la rencontre de tous ces gens qui sont venus pour comprendre en quoi consiste précisément votre métier. Merci en tout cas de nous avoir montré un petit peu ce que vous avez fait sur la cathédrale. On va demander à Sacha Baudu derrière la caméra de nous suivre. On a rendez-vous avec le père Guillaume Normand, le vice-recteur de la cathédrale. Alors, est-ce qu'il est là? On va voir. Je sais qu'on a rendez-vous avec lui. Je me tourne vers Alban. Il n'est pas encore arrivé, le père Guillaume. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un autre atelier. On va rester sur cet atelier. Bon, alors, on avait prévu d'aller chercher le père Guillaume. Apparemment, il y a un peu de retard. Messieurs, on a encore un peu de temps avec vous parce que le père Guillaume Normand, le vice-recteur, n'est pas encore arrivé. Racontez-nous encore, voilà, on a entendu Loïc nous parler un peu de son métier. Brieux, c'est à votre tour de vous y coller. Non, franchement, c'est une émotion, j'imagine. On parlait de... Tout à l'heure, Loïc me disait, franchement, quand on a terminé la charpente, moi j'ai versé ma larme. Vous aussi, vous étiez ému comme ça quand vous avez terminé le boulot? Oui, forcément, oui. C'est sûr qu'on
D'autant plus avec le recul, on se rend compte qu'on a eu de la chance de bosser sur ce chantier. C'est sûr, ouais. C'est sûr, on a eu de la chance, ouais. Vous vous imaginiez comme ça, quand vous vous êtes lancé dans l'aventure, quand vous vous êtes dit il y a quelques années, moi j'ai envie de devenir charpentier, que vous finiriez par en fait réaliser la charpente de Notre-Dame? Non, c'est marrant, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Comment ça s'est fait? En fait, j'ai changé d'entreprise à un moment parce que je voulais bosser dans le monument historique. Et je suis arrivé dans cette entreprise, je ne savais pas, mais au moment où ils avaient, aux ateliers Perrault, au moment où ils ont eu le cœur en fait, où il y a eu la charpente du cœur. Et du coup, c'est coup de chance. Alors comment vous avez réagi quand votre patron est venu un matin et vous a dit bon, bah en fait on va bosser sur Notre-Dame? J'en étais très heureux, ma foi. Ouais, j'en étais très content. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça a une signification particulière? En tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je sais que dans le cœur de beaucoup de Français, cet incendie, évidemment, ça voulait dire quelque chose. Et Notre-Dame de Paris, voilà, ça a une grande répercussion. Ouais. Vous aussi, ça signifie quelque chose pour vous? Oui, c'est sûr, symboliquement, c'est énorme, c'est pas rien. Puis en plus, ce côté avoir reproduit à l'identique en remettant au goût du jour les techniques du Moyen-Âge, comme on faisait au XIIe siècle, l'équarrissage, comme vous avez vu tout à l'heure, tout ça, ça a apporté un aspect au chantier qui était encore plus stimulant et motivant, de remettre tout ça au goût du jour. On a rencontré plein de monde, des gars qui continuaient, qui ont fait perdurer cette méthode de l'équarrissage, alors que pas mal de boîtes, l'immense majorité évidemment des boîtes de charpente ne fonctionnent plus comme ça. Ça nous a permis de rencontrer plein de monde, c'était plein de rencontres, il y avait une ambiance quand même, je pense, particulière sur ce chantier. Vous l'avez senti cet engouement? Vous sentez que je lisais une interview comme ça, quelqu'un qui disait mais moi de toute façon partout où je vais on me parle de Notre-Dame quand on travaille sur Notre-Dame, c'est votre cas? Partout où, comment ça? Et les gens ils vous parlent de Notre-Dame, ils vous demandent, ils vous posent des questions sur ce que vous avez fait dans la cathédrale? Oui, c'est sûr, ouais, les gens il y a une curiosité autour de ce chantier. C'est sûr, ouais. Oui, c'est sûr. Et puis c'est quand même, c'est vrai que symboliquement c'est quand même beau d'avoir réussi à reconstruire ça en respectant les anciennes méthodes, en respectant le visuel à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à ce qui existait depuis le XIIe siècle. Non, c'est sûr, il y avait quelque chose de particulier sur ce chantier. Ouais. Vous avez hâte que la cathédrale rouvre ses portes au mois de décembre? Ouais. Vous serez aux premières loges? Je serais heureux d'entendre les cloches sonner, ouais. Bon, un petit mot, et puis après je vais vous laisser parce que vous avez du pain sur la planche, il y a du monde ici qui a envie de découvrir votre métier. Ce week-end là, c'est l'occasion aussi de présenter un peu les différents aspects du métier de charpentier. Ouais. Qu'est-ce que vous allez montrer un petit peu ici? On en a parlé un peu tout à l'heure, racontez-nous un petit peu. Du coup, il y a plusieurs stands, il y a plusieurs modes de charpente, c'était séparé en plusieurs lots. Donc nous avec Démon, on va faire de l'équarrissage, on va présenter l'équarrissage à la hache. Là, ça c'est une maquette de la nef, charpente médiévale de la nef. On a plusieurs maquettes des fermes, plusieurs maquettes d'assemblage aussi qui ont été utilisées sur le chantier ou pas, d'autres assemblages aussi. Voilà, montrer un peu les méthodes en charpente traditionnelle. Bon, et bien écoutez, en tout cas, on vous souhaite un très bon week-end et on espère que vous allez pouvoir effectivement montrer à un maximum de gens en quoi consiste ce beau métier. L'idée, c'est peut-être aussi de susciter des vocations pour le métier de charpentier. Peut-être, oui. Bon, merci beaucoup, Brio, en tout cas, et on vous souhaite un bon week-end sur ce village de Notre-Dame. Ok. Voilà, je suis avec Philippe Josse, le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Ces journées du patrimoine, pour vous, évidemment, c'est un enjeu important. On est au cœur de ce village. Et l'idée, c'est quoi? C'est de sensibiliser le grand public à tous les métiers qui sont concernés par la restauration de Notre-Dame. Le public que l'on rencontre au village du chantier, c'est un public intéressé par la cathédrale, curieux de savoir comment les choses se font ici, et de rencontrer les compagnons et les artisans d'art, de voir les techniques qui sont à l'œuvre, les savoir-faire extraordinaires qui se déploient sur ce chantier. Donc en fait c'est à la fois un très beau moment, je crois, pour le public, mais aussi pour nous, parce que c'est très gratifiant pour nous d'être confrontés à la reconnaissance, à la gratitude, et puis ces échanges nous boostent et on repart heureux et fiers pour plusieurs semaines. Ce qu'on ressent ici sur ce chantier, quand on voit évidemment le public qui vient, mais également les différents artisans qui ont participé, on sent que c'est une aventure humaine également. On sent qu'il y a une vraie ambiance, une ambiance d'équipe. Voilà, il y a à la fois beaucoup d'engagement personnel, mais plus que ça, c'est vraiment une aventure collective. Et en fait, les artisans de différents corps de métier, il y a une bonne vingtaine de corps de métier incroyables, très beaux,
qui s'apprécient, qui se connaissent, qui se découvrent aussi un petit peu, parce que cette coactivité qu'il y a sur ce chantier, c'est pas si fréquent dans les chantiers de monuments historiques. Et donc il y a vraiment ce collectif, cette unité qu'on le voit à l'œuvre sur ce chantier, des liens de proximité et d'amitié. Attention, à bien faire face à la caméra. Voilà. Je dois faire Oui, face non, là c'est. En fait, vous me regardez moi, mais vous, en fait, vous restez face à la caméra, vous me regardez moi. Ah d'accord. Pardon, voilà. C'est. Voilà, non, ce qu'on se disait aussi, c'est. Là, on est à 3 mois maintenant de la réouverture, un peu moins de 3 mois. Il y a quoi? Il y a une espèce d'émulation dans cette équipe là. Alors, il ne faut pas se cacher qu'il y a une certaine pression, mais en même temps, comme on est dans les temps, on est confiant, hein, on est déterminé. Il y a de la sérénité, hein, parce que il y a beaucoup de choses derrière nous, on est vraiment fiers du travail accompli. Et il reste des travaux de finition, notamment à l'intérieur. Il reste des travaux sur le parvis aussi, pour dégager le parvis, parce qu'on va libérer le parvis, bien sûr, pour l'accès aux 3 portails. Hein. Et puis, on va bientôt installer le nouveau mobilier liturgique choisi par l'archevêque de Paris l'année dernière, faire revenir les œuvres d'art qui avaient été évacuées de la cathédrale après l'incendie, qui ont été restaurées hors de la cathédrale, certaines étant restées sur place pour être nettoyées sur place. Donc on a de quoi faire jusqu'à la réouverture, mais tout ça est organisé, planifié. Hein. On a beaucoup investi dans l'organisation, la logistique, l'infrastructure de chantier, et ça nous permet de gérer à la fois ce planning tendu et aussi cette coactivité assez hors norme pour un chantier du patrimoine. On a parlé du côté humain. D'un point de vue purement humain, qu'est-ce qu'on ressent? Là, on est à 3 mois maintenant, on n'a jamais été aussi proche de la réouverture. C'est un engagement pour vous, en tout premier lieu, j'imagine, de chaque instant. Qu'est-ce que vous ressentez là, à quelques mois de la réouverture? On sent qu'on se rapproche de l'échéance, donc c'est une forme d'excitation. Hein. Mais chacun est vraiment investi et fier de ce travail. Les compagnons nous disent que ça les marque pour la vie. Vous voyez. Beaucoup de corps de métier ont aussi quitté le chantier parce qu'ils avaient fait leur part du travail, d'autres sont venus. Hein. Et quand ces compagnons nous quittent, ils nous disent, ils regrettent de quitter le chantier, ils disent que ça les marque pour la vie et ils reviennent. Par exemple, aujourd'hui, au village du chantier, on trouve des acteurs ou des compagnons qui, même si leur entreprise est encore à l'œuvre sur la cathédrale, eux, ils sont partis sur d'autres chantiers et ils sont contents de cette occasion du village du chantier pour retrouver cette ambiance, cet état d'esprit Notre-Dame, cet état d'esprit de grande famille qui les a marqués et on les sent vraiment heureux d'être là. Justement, il y a un artisan, un charpentier tout à l'heure qui nous disait, donc, quand on a terminé la charpente, eh bien, il s'est mis à pleurer, tellement il était ému. C'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, cette émotion, personnellement? Oui, par exemple, on a vécu beaucoup de très beaux moments. Tout récemment, les cloches sont revenues sur le chantier. Hein. C'était un très beau moment, mais au printemps, on a fermé la dernière grande voûte de la cathédrale, hein, reconstruite. Un moment très fort aussi. Quand on a terminé des charpentes, il y a eu le bouquet du charpentier. Hein, on en a fait 3 successivement, un pour la flèche, un pour la charpente de la nef, un pour la charpente du chœur. Donc c'est des moments qui sont à la fois de joie, de fierté, mais aussi d'émotion. Donc effectivement, on peut se sentir parfois ému aux larmes. Ce que les gens veulent savoir également, c'est comment va se passer cette réouverture 7-8 décembre. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner? Comment les choses vont se dérouler? Il y a la messe le 8, ça on sait. Oui, Qu'est-ce qui est prévu? Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Il y aura des moments forts, l'ouverture des portes, le réveil de l'orgue, le Te Deum, hein, et puis la consécration de l'autel, la première messe. Beaucoup de beaux moments. Le président de la République dira, je pense, aussi s'exprimera. Il a voulu ces 5 ans, hein, c'est l'objectif qu'il a fixé, et donc c'est une fierté nationale. Hein. Le succès des Jeux a été une fierté nationale. J'espère que la réouverture de Notre-Dame pourra être un moment d'unité et de fierté nationale aussi. Vous avez vu que le pape François a confirmé qu'il ne serait pas présent Oui, pour la réouverture, c'est une déception? Je pense qu'on aurait tous été heureux que le pape François soit là. Maintenant, on peut comprendre qu'il a des engagements, des grands voyages et qu'il doit gérer ses priorités, tout ça dans un agenda qui est complexe. Donc on peut le comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis avec Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Voilà, pour vous, on se rapproche, c'est vous qui avez coordonné un petit peu tout ce chantier. Vous voyez maintenant ces joies du patrimoine, beaucoup de Français qui viennent et qui ont envie de comprendre, de rencontrer ces artisans et de comprendre comment on a travaillé comme ça pendant 5 ans. J'imagine que ça vous touche particulièrement. Je suis très heureux de partager en fait
tout le travail commun, collectif, vraiment ce chantier, c'est un travail de compagnonnage. Vous savez, le mot compagnon, l'étymologie, c'est cum panem, on partage le pain. Et c'est vrai qu'il y a à Notre-Dame cet esprit qui existe entre les compagnons, les architectes, les maîtres d'ouvrage. Et c'est vraiment une famille et tous mobilisés vers un seul but, c'est rendre la cathédrale au monde. Alors on a un délai qui avait été imposé, mais qui m'a jamais personnellement semblé totalement délirant. Vous y avez toujours cru? Toujours, parce que quand on regardait la cathédrale après l'incendie, bon, c'est horrible à dire, mais on avait perdu seulement une charpente, seulement une flèche, une couverture et quelques portions de voûte. Mais ensuite, on s'est rendu compte que la pollution avec le plomb avait un peu attaqué tout. Et donc, ça nous a donné une opportunité incroyable de pas seulement restaurer, reconstruire, mais aussi de nettoyer, de magnifier, finalement de restaurer les chapelles, les décors peints, les grilles, les peintures, les toiles, les fameux mets qui sont dans les chapelles, de créer un nouveau mobilier liturgique, et finalement de rendre à la cathédrale un aspect que nous n'avons, que personne en ce moment sur Terre n'a jamais vu. Vous voulez dire que la cathédrale va être encore plus belle le 7-8 décembre prochain qu'elle ne l'était il y a 5 ans? Ah bien sûr, ça il n'y a aucune commune mesure, elle est déjà resplendissante de lumière, ces ors, ces rouges, ces petites nervures qu'on ne voyait pas, elles sont là. Et justement, à quoi ça ressemble aujourd'hui la cathédrale? On a envie de savoir. Bah écoutez, vous rentrez, vous avez un volume énorme parce que autrefois vous aviez une nef qui était à peu près propre, mais tout le reste était noir. Les bas-côtés, double bas-côté ainsi que les chapelles étaient noirs, sales et pas éclairés. Donc on ne voyait qu'un vaisseau. Là, vous rentrez dans la cathédrale, vous avez les 5 vaisseaux qui se dilatent en largeur et puis la blancheur de la pierre donne un élancement qu'on n'a pas idée. Plus des petits détails, des petites choses d'architecte de Viollet-le-Duc, puisqu'on restitue la cathédrale dans l'état de Viollet-le-Duc autant qu'on peut, parce que ça a quand même été malheureusement très très dépouillé au cours des années jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais au moins on a quand même des éléments importants qui subsistent. Et il y a des éléments qui ont été découverts à l'occasion de cette restauration. Justement, on n'a pas fait que restaurer, mais on a également investigué. Alors on a fait des recherches dans des laboratoires, savoir est-ce que les voûtes elles tiennent, est-ce que les voûtes tiennent pas. D'ailleurs, ça tient. Pas besoin d'avoir un ordinateur pour savoir qu'une voûte qui a tenu 800 ans tient debout. Mais ça rassure. Mais autrement, on a eu besoin, pour faire ce chantier, pour rebâtir notamment la flèche, on avait besoin de savoir sur quoi on allait établir un échafaudage de 600 tonnes, qui allait faire 100 mètres de haut. On a regardé au sous-sol et puis on a découvert ce dont on se doutait, c'est-à-dire des sépultures, des cavités, etc. Et parmi ce qu'on a trouvé, il y a eu des trésors comme des vestiges de l'ancien jubé, c'est-à-dire la clôture de pierre qui fermait le sanctuaire. Aujourd'hui, on a gardé 2 portions côté nord et côté sud du chœur, mais il manque cette partie frontale qui a été détruite au XVIIIe siècle, puisqu'on a changé la liturgie à cette époque-là. Et donc on a détruit ce jubé. Mais par contre, comme ce sont des pierres qui sont sacrées parce qu'elles étaient à Notre-Dame et qu'elles représentaient l'histoire sainte, on les a enterrées à l'entrée du chœur et c'est ainsi qu'on les a retrouvées en faisant les fouilles. Vous avez été surpris de découvrir tout ça? J'ai pas tellement été surpris, j'ai surtout été émerveillé. Plus que la surprise, oui, j'étais surpris qu'il y en ait autant, j'étais surpris que Viollet-le-Duc n'ait finalement pas fait de fouilles. On croyait que Viollet-le-Duc avait fait des fouilles parce qu'il avait ramassé 3-4 sculptures qui sont au musée du Louvre et à l'hôtel de Cluny. Et en réalité, non, il a fait des tranchées pour faire passer le chauffage de l'époque, dont on se sert d'ailleurs toujours, mais il n'avait pas fouillé l'ensemble de la croisée. Nous, on a fouillé l'ensemble, et donc là, il y a des choses encore, mais... Alors justement, parmi ces découvertes, il y en a une assez incroyable, là ces derniers jours, cette sépulture du célèbre poète du XVIe, Joachim du Bellay. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous l'avez découverte? Alors je ne l'ai pas découvert, j'ai appris que c'était probablement Joachim du Bellay. Écoutez, moi pareil, je me dis décidément Notre-Dame n'a pas fini de nous surprendre. Quand on a trouvé les éléments du jubé, j'ai dit mon Dieu, mais elle avait ces chefs-d'œuvre là dans ses entrailles, qu'est-ce qu'on est heureux de pouvoir nous en profiter aujourd'hui. Et là, savoir que Joachim du Bellay est probablement
enterré dans cette cathédrale depuis la Renaissance. Ça nous relie encore, cette fois, à un autre domaine, la littérature, une époque de la vie de la cathédrale, donc la Renaissance. Et puis ensuite, on a eu le chanoine de la Porte, qui lui nous relie cette fois plus au XVIIIe siècle, lorsqu'on a refait le décor au XVIIIe siècle du sanctuaire, avec les marbres rouges et blancs et les bronzes et les stalles qu'on voit toujours. Tous ces éléments-là, quelque part, ça nous donne aussi des petits éléments, des petits repères vivants. Mais encore une fois, ça doit aussi nous ramener à une belle humilité, parce que vous voyez, le chanoine de la Porte a été enterré en plein dans l'axe de la porte du Jubé, du Bellay dans la croisée, et finalement, quelques siècles après, on les a dérangés, on a ouvert leur sarcophage et ils sont passés dans les laboratoires. Donc si vous voulez, il faut relativiser la paix éternelle et l'éternité dans ce bas monde. On est à 3 mois maintenant, à peu près, de cette réouverture, 7-8 décembre. Qu'est-ce que vous ressentez là? Est-ce que vous avez hâte d'y être? Alors oui, j'ai viscéralement hâte d'être là, pas pour en finir, mais parce que j'ai hâte de la rendre au monde. J'espère que moi-même et toutes les équipes, que ce soit les architectes, maîtrises d'ouvrage, entreprises, j'espère que le travail qu'on a fait va plaire. Et que les gens vont être heureux. Vous ressentez cette pression? C'est pas de la pression, c'est moi qui me la mets la pression. C'est-à-dire que je me dois de faire en sorte que... Vous savez, moi on m'a mis en charge de cette cathédrale il y a 11 ans. Même si je reste encore 3-4 ans, comme j'ai déjà dit, Notre-Dame c'est 861 ans. Et si je suis passé à Notre-Dame, ça sera quoi, guère plus que 15 ans. C'est pas grand-chose. On aura fait des choses importantes là. Et j'étais pas tout seul, loin de là, et sans tous ces gens-là, je serais pas là devant un micro. Et tout ça, je suis heureux pour eux tous, de leur dire bravo et merci à tous ceux qui sont ici. Vous, Philippe Villeneuve, vous êtes un passionné de Notre-Dame. Ça fait, vous l'avez dit, 11 ans depuis 2013 que vous êtes l'architecte de Notre-Dame. Il y a eu un avant et un après l'incendie de 2019? Incontestablement. Quand j'ai été nommé à Notre-Dame, c'était un rêve d'enfant. Et ce rêve d'enfant s'est transformé en cauchemar le 15 avril. Et je pense que le 8 décembre, le cauchemar va s'arrêter, je vais me réveiller et je vais reprendre ma vie à aimer follement Notre-Dame. Vous parlez de cauchemar, mais comment est-ce que vous avez vécu ces 5 ans de travaux? Eh bien, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai souvent dit que je m'étais dédoublé parce que j'ai une telle passion, un tel amour pour cette cathédrale que logiquement, le 15 avril, je crois que je me suis effondré. Mais je dis souvent qu'un autre a pris le dessus, je me suis un peu dédoublé probablement, et que je ne me suis pas appesanti sur le choc où j'ai dit mon devoir c'est de faire tout de suite, le plus vite possible, et bien, et logiquement, pour qu'on puisse s'en sortir et la rendre. Et donc là, tout à fait personnellement, je pense que je suis en train de me réveiller progressivement. Il y a eu des moments compliqués pendant ces 5 ans, j'imagine, des moments où on a envie de tout abandonner? Oui et non. Des moments de découragement, d'incompréhension, de se dire ah bah alors je suis seul à vouloir aller par là, mais non, parce qu'en réalité, au risque de paraître extrêmement prétentieux, mais je vous assure que c'est pas ça, je crois que j'ai jamais vraiment douté qu'on y arriverait. Il y a des moments évidemment d'angoisse, de stress. Là je vous dis pas, j'ai lu un mail avant de venir qui m'inquiète. Bon, ça va pas foutre en l'air les 5 ans de travail qu'on a fait, mais il y a toujours cette espèce d'angoisse, d'appréhension, de tout ça. Mais abandonner tout, non, j'aurais jamais pu abandonner ma cathédrale. Qu'est-ce qu'on ressent? On se lève tous les matins et cet objectif des 5 ans, c'est comme une espèce d'obsession? Alors oui, le délai a toujours été pour moi une obsession, mais alors matin, midi et soir. Il faut savoir parler aux gens pour les mobiliser, mais je n'ai pas eu tellement de mal. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas forcément l'habitude des monuments historiques ou qui ne perçoivent pas l'urgence de leur intervention parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Et là, c'est vraiment un entremêlement d'activités. Il y a un charpentier qui doit travailler avec un couvreur, à côté avec quelqu'un qui pose un vitrail. La coactivité est parfois très, très difficile. Mais ça, c'est mon angoisse. Le délai, bon, on le tient, a priori. Ça mobilise. Moi, le matin, je me lève, je ne me pose pas de questions de savoir où je vais. Je vais tout droit, je descends l'escalier, je vais tout droit, j'arrive à Notre-Dame. C'est votre quotidien depuis 5 ans? Oui, puis je ne peux pas m'imaginer être ailleurs. J'aurais l'impression de ne pas faire mon travail.
Dernière question, Philippe Villeneuve, si vous deviez, je ne sais pas, formuler un vœu aujourd'hui pour cette réouverture, pour ce qui va se passer dans les mois à venir, lequel serait-il? Oh bah là, plus que tout au monde, je rêve que l'ouverture se passe le jour prévu, que ce soit un moment de joie, d'émotion et que tout le monde puisse se dire on a bien fait et les gens sont heureux. C'est mon seul vœu, c'est ça. Merci beaucoup Philippe Villeneuve, architecte en chef donc, de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Je suis avec le père Guillaume Normand, vice-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour père, merci beaucoup d'être avec nous. On est à 3 mois de la réouverture. Comment est-ce qu'on se prépare à cette réouverture de la cathédrale? Alors d'abord, il y a la question du chantier dans le chantier, c'est-à-dire que toute la partie visible que vous voyez là est en train de s'achever progressivement, ce qui va laisser place au fur et à mesure, ce qui laisse déjà place à l'aménagement intérieur de la cathédrale. Donc le plateau liturgique qui est déjà monté, qui s'apprête à accueillir tout le mobilier liturgique qui a été réalisé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y aura toutes les étapes de l'installation des chaises, de l'installation du reliquaire. Et c'est là qu'intervient votre rôle affectataire donc de la cathédrale, tout ce qui est mobilier liturgique. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on s'organise? Eh ben, c'est un travail de longue haleine entre la conception et la réalisation. Il y a eu de très belles étapes qui ont été réalisées. Et notamment récemment, j'ai eu la chance de pouvoir descendre à la fonderie qui est à Cré, la fonderie Barthélemy, où le mobilier liturgique qui a été réalisé par Guillaume Bardet, dessiné par Guillaume Bardet, est fondu. Donc il est achevé, les meubles sont là, le mobilier liturgique est là. Il va bientôt être dans sa phase finale de patine, donc prêt à être livré. Donc il y a toute cette préparation, je dirais, matérielle de l'ouverture de la cathédrale, mais pas que, parce qu'une fois qu'on a posé des meubles dans la cathédrale, c'est bien, on a des meubles dans la cathédrale, mais ce n'est pas ça qui fait vivre une cathédrale. Donc l'autre aspect de la préparation, c'est toute l'organisation des célébrations liturgiques qui auront lieu. Donc non seulement dans la période de la semaine inaugurale, la semaine de réouverture de la cathédrale, qui commencera avec l'ouverture des portes, avec le réveil de l'orgue, avec la consécration de l'autel, avec la bénédiction du baptistère, avec l'accueil de la couronne d'épines. Voilà, tout un tas de choses qui vont scander cette première semaine inaugurale, mais surtout la préparation de la vie habituelle de la cathédrale. Alors justement, la vie habituelle de la cathédrale, c'est quoi? C'est par exemple une messe tous les jours, au moins une dans la cathédrale. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Parce que Notre-Dame, aujourd'hui, tout le monde veut y rentrer pour des raisons religieuses, mais également des raisons culturelles. La cathédrale, c'est une cathédrale qui accueille tout le monde librement et gratuitement. Ça qu'on se le dise, l'accès de la cathédrale est libre et gratuit toujours. Et donc il y aura à la fois l'accès des visiteurs pour la visite de la cathédrale et puis l'accès des fidèles qui viendront prier, qui se joindront aux offices. Et la question qui est souvent posée, c'est mais finalement, est-ce que la cathédrale demeure ouverte à la visite pendant les offices en semaine? La réponse est oui. Et de sorte que finalement, ça a toujours été le cas dans la cathédrale. La cathédrale a toujours été ce lieu circulant, y compris quand la messe était célébrée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au XVe siècle, les chanoines avaient construit la clôture du chœur pour se préserver un peu de l'agitation ambiante. Mais ensuite, le jubé lui-même a été défait au XVIIIe siècle pour reconnecter, pour retrouver cette connexion entre la célébration de la messe et les personnes qui sont là, les personnes qui passent, les personnes qui circulent. Donc la vie habituelle de la cathédrale, c'est un lieu de célébration, un lieu de prière, un lieu de circulation, et qui dit bien finalement la mission de la cathédrale. La mission de la cathédrale, c'est d'être cette présence particulière, priante, au cœur du monde, et qui sait également prier pour tous ceux qui sont là, quelles que soient les raisons qui les amènent à être dans la cathédrale. Une belle expérience que nous avons vécue avec les chapelains au mois de mai dernier, c'était la prière du chapelet justement, tous les midis, sur le parvis au mois de mai. Et donc pendant que nous prions, le parvis était toujours très circulant, avec tout un tas de gens qui sont là, avec leur histoire. Nous les portions dans notre prière. Et ce que nous avons vécu au mois de mai, nous allons le vivre de nouveau au mois d'octobre, pendant le mois du rosaire. Tous les midis, le chapelet sera prié ici. Et c'est votre quotidien qui va radicalement changer parce qu'aujourd'hui, vous êtes vice-recteur d'une église qui est fermée. Comment ça se passe? Quel est votre quotidien? Vous êtes un peu l'aumônier du chantier aujourd'hui? Aumônier du chantier, peut-être pas, mais la manière dont je vis cette nomination depuis 1 an, je suis arrivé en septembre dernier à la cathédrale, c'est d'avoir cette chance inouïe de pouvoir participer avec d'autres à l'écriture d'une page de l'histoire.
Et donc, justement, de préparer toutes ces célébrations liturgiques, de continuer cette prière en lien avec la cathédrale, d'assurer l'office cathédral qui est toujours prié à Saint-Germain-l'Auxerrois, avec justement la maîtrise qui est en train de passer. Là, on a derrière nous le jeune ensemble et le chœur d'enfants qui s'apprête à chanter ce soir. Ils n'ont jamais cessé de chanter, ils n'ont jamais cessé de prier. Tout le déploiement de la liturgie cathédrale a continué de se vivre à Saint-Germain-l'Auxerrois depuis 5 ans. Un mot, Père Guillaume Normand, on a parlé tout à l'heure du mobilier de Notre-Dame. Il y a eu beaucoup de débats, certains le trouvent trop moderne, d'autres pas assez. Quel regard portez-vous sur tous ces débats autour de l'aménagement, en particulier de l'aménagement liturgique de la cathédrale ? D'abord, je trouve que c'est un mobilier liturgique qui s'inscrit, qui est à la fois porteur de tradition et porteur de nouveauté. Porteur de tradition parce qu'il reprend l'aménagement qui était déjà l'aménagement précédent, qui existait précédemment. Donc on est dans cette continuité de l'aménagement, ce n'est pas une surprise, une grande révolution. Et pourtant, il y a toute cette nouveauté des formes que Guillaume Bardet a inaugurée avec sa création. Et pour avoir vu ce mobilier, la première chose qui me frappe et que je souligne, c'est justement sa grande sobriété qui est capable de se marier avec tout ce qu'il y a dans la cathédrale. La cathédrale, elle est harmonieuse, mais elle est harmonieuse de compositions diverses. Il y a l'architecture gothique du XIIe siècle. Il y a, je dirais, toute la statuaire baroque qui est au fond du chœur. Il y a toute la phase 19e et tout ce que Viollet-le-Duc a apporté. Et il y a la manière dont ce mobilier liturgique s'inscrit harmonieusement par sa sobriété. Donc il y a la sobriété et puis il y a aussi une grande présence. Le choix qui a été retenu, c'est de faire un mobilier en bronze. Et donc, pour avoir vu ces pièces, non seulement elles sont belles, mais en plus elles sont présentes. On a quelque chose en face de soi. Quand on a l'autel, quand on a le baptistère, on a quelque chose de visible et je dirais pour la célébration d'un sacrement qui renvoie toujours à cet invisible qui nous dépasse. Quand on célèbre un baptême, on voit l'eau, on entend la parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, il se passe pour de vrai quelque chose d'invisible. C'est ça que dit ce mobilier, la réalité d'une présence qui renvoie toujours à une autre présence qui est invisible, qui est la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez malgré tout les débats que ça a pu susciter, le fait que ça ne plaise pas à tout le monde ? Quand il y a un choix artistique qui est fait, je n'ai jamais entendu parler d'un choix artistique qui rencontrait l'unanimité. Donc il y a des gens qui soient enthousiastes vis-à-vis de ce mobilier ou des gens qui soient plus réticents par rapport aux formes du mobilier, je l'entends tout à fait. Il y a ce choix qui a été fait, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais donc, que ce mobilier provoque un certain nombre de réactions chez les gens, je le comprends. Et ce mobilier mérite aussi d'être compris et je dirais aussi d'être apprivoisé. On a la chance, avec les chapelains, d'avoir sous les yeux très régulièrement ce mobilier et donc ces formes et les maquettes. Et maintenant, nous les connaissons bien. Et les connaissant bien, eh bien, nous en sommes familiers. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, au début, vous dites, cette personne, je n'arriverai pas à nouer de relation avec elle. Et le fait est que soit la relation ne fonctionne pas, mais soit en apprenant à se connaître, eh bien, la relation fonctionne. Et je pense qu'il y a de ça aussi, je dirais, avec toute la cathédrale telle qu'on va la redécouvrir, parce que la cathédrale va surprendre par sa luminosité, par sa blancheur, par ses couleurs, par sa clarté. Et peut-être certaines personnes regretteront, je dirais, le cachet et la patine des pierres que nous avions auparavant. Mais la cathédrale sera dans un nouvel état, un état, j'allais dire, de splendeur qu'il faudra également apprivoiser. Ce sera une nouvelle rencontre. Dernière question, vous avez parlé de relations qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Certains disent que on ne comprend pas pourquoi le pape François ne sera pas présent pour la réouverture de la cathédrale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec la France ? En tout cas, est-ce que vous regrettez cette décision du pape de ne pas se rendre à la réouverture de la cathédrale ? Alors, personnellement, je n'ai pas commenté l'agenda du pape François sur lequel je n'ai pas de maîtrise. Vous auriez aimé qu'il soit là ? Moi, je constate que le pape François, en fait, il a quand même ce point judicieux de déléguer aux évêques dans les diocèses ce qui leur revient. Parce que sinon, effectivement, on aurait une vision de l'Église où finalement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'Église, c'est le pape de manière immédiate partout qui doit statuer, qui doit être présent. L'organisation de l'Église, c'est que
Jésus confie à Pierre et à ses successeurs le mandat de la communion et non pas du gouvernement sur chacun des points très précis. Et donc il y a le pape qui est le successeur de Pierre, qui est le garant de la communion et qui fonctionne en communion avec les évêques, successeurs des apôtres, qui reçoivent en charge complète le diocèse qui leur appartient. Donc le pape fait ce choix effectivement de laisser l'archevêque ouvrir sa cathédrale dans son diocèse et je ne doute pas qu'il sera en communion avec nous parce que c'est un événement très important pour l'Église de France et pour l'Église dans le monde entier. Merci beaucoup. Je vous en prie. La nuit est en train de tomber sur ce village du chantier. On va continuer de visiter, d'aller eh bien, rencontrer tous ces acteurs du chantier. On va aller rencontrer notamment des sculpteurs, on va aller voir les restauratrices également. Je vous propose de venir un peu les interroger. Je suis avec Marie, restauratrice de peinture murale. Vous avez travaillé, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez travaillé pendant plusieurs mois à l'intérieur de la cathédrale. Ça y est, on se rapproche maintenant du but, on se rapproche de la réouverture. Qu'est-ce que vous ressentez ? Alors, donc pour l'instant, on commence à avoir une belle vision du travail qui a été réalisé, puisqu'on n'a plus d'échafaudage, donc on a une vue d'ensemble depuis plusieurs mois. Et maintenant, il me tarde de rentrer dans la cathédrale en tant que spectatrice et pas en tant que professionnelle. Donc voilà, d'avoir un regard nouveau sur le travail qu'on vient de faire. En tant que professionnel, racontez-nous précisément quelle a été votre mission. Vous avez travaillé in situ, évidemment, dans la cathédrale. Alors nous, on était là pour restaurer toutes les peintures murales des chapelles du déambulatoire qui étaient décorées par Viollet-le-Duc, des décors de Viollet-le-Duc. Donc on avait le challenge, c'était de tout restaurer en 2 ans et que tout se restaurait en 2 ans. Alors justement, comment ça se passe concrètement ? Vous arrivez, quel est votre métier précisément ? On a envie de comprendre ce que ça veut dire restauratrice de peinture murale. Donc vous imaginez une chapelle avec un décor du sol au plafond. Donc toutes les voûtes étaient peintes, les chapiteaux étaient peints, tout était peint. Et donc la chapelle est échafaudée, donc on a 4 niveaux d'échafaudage qui vont du sol jusqu'au niveau de la voûte. Et donc on est là pour nettoyer les peintures qui sont encrassées, il y a 150 ans de crasse sur ces murs. Donc on est là pour enlever la crasse et pour qu'on rende un ensemble homogène. Avec un certain nombre d'outils assez poussés. Le protocole a été établi en amont par le LRMH pendant les chapelles tests pour que justement toutes les chapelles soient restaurées de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence suivant la personne qui travaille. Donc on consolide la couche picturale, on consolide le support et une fois que tout ça est consolidé, donc c'est sûr que rien ne va tomber, on attaque le dépoussiérage, ensuite le nettoyage. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir, je vois que vous êtes venu avec des photos, est-ce qu'on peut voir le résultat de votre travail ? Alors là, c'est des photos qui ont été prises de l'échafaudage, donc là c'est avant et après. Donc ça c'est la chapelle Saint-Marcel, une chapelle triple. Donc là je vais vous montrer des détails. Donc là c'est des portraits qu'il y avait en partie basse. Donc c'est avant restauration, après restauration. Donc là par exemple, comment est-ce que vous avez fait pour obtenir ce résultat par rapport à, effectivement c'est quand même assez saisissant. On voit que les couleurs sont vraiment revenues. Là je vais vous montrer un exemple encore plus saisissant. Donc là vous voyez, là c'est vraiment quand on est arrivé. Donc il y a la poussière. Là c'est déjà dépoussiéré. Donc là on est en 2019, juste après l'incendie. Voilà, juste après l'incendie. Donc quand on arrive, on a tout le mur dans cet état-là. Et quand on repart, le mur est dans cet état-là. Et entre cette étape et cette étape-là, il y a eu juste du nettoyage, rien d'autre. En fin de compte, une fois nettoyée, la peinture était en très bon état de conservation. Donc on n'a pas eu à intervenir au-delà du nettoyage. Donc je dis ça pour ce portrait. Bon, alors il y avait des zones qui étaient un peu plus abîmées. Donc là pareil, c'est en cours de nettoyage. Donc là c'est toujours la chapelle Saint-Marcel. Donc là c'est le décor du parement. Et donc vous voyez un petit peu la différence. Et là c'est pareil, juste au niveau du nettoyage. J'imagine que c'est un travail extrêmement minutieux, on ne s'y prend pas n'importe comment avec ce type d'objet. Alors quand on attaque la restauration, on fait des tests de nettoyage pour savoir l'intensité du produit dont on se sert, si on le fait à 2%, 2,5%. Voilà, donc on met en place un protocole et une fois que le protocole est en place, et ben, petit à petit on fait morceau par morceau, on commence par le haut, on finit par le bas et c'est un travail de patience. Et alors le grand challenge de la peinture murale, c'est qu'il faut que ça soit homogène. Imaginez un mur qui fait 50 mètres carrés, on est sur 4 niveaux d'échafaudage, il faut que le nettoyage soit le même en partie haute et en partie basse. Combien de temps ça prend de nettoyer des œuvres comme celles que vous nous avez montrées ? Alors en tout, nous on a eu 11 chapelles à nettoyer, 2 passages, on a eu 2 ans de travail. Voilà, 2 ans de travail in situ non-stop et on était entre 10 et 15 restauratrices de peinture murale.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir travaillé comme ça sur Notre-Dame de Paris? C'est pas un chantier comme les autres, j'imagine, pour vous. Alors c'est un chantier unique pour plein de raisons. D'abord, ce qui est extraordinaire, ce qui ne se passe jamais, c'est qu'on restaure tout en même temps. C'est-à-dire qu'on a restauré le parement, la sculpture, les peintures, les vitraux, les grilles. Voilà, donc ça c'était la coactivité était quand même. Alors au début on était un peu embêtés parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça avec les autres corps de métier. Et en fin de compte ça s'est extrêmement bien passé. On a appris à se connaître, à respecter les zones de travail des uns et des autres. Et surtout on a beaucoup échangé sur nos techniques de travail parce que les vitraillistes, c'est très rare que les restaurateurs de peinture travaillent en même temps que les vitraillistes. D'habitude, on restaure d'abord les peintures murales, et après les vitraux, et après les sculptures, et après les parements. Tandis que là, tout a été fait en même temps. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est parfait. Voilà, je suis avec Pascal, sculpteur. Vous travaillez encore sur cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Racontez-nous quelles sont vos missions à l'intérieur de l'édifice. À l'intérieur et aussi à l'extérieur de l'édifice, on a la mission de reproduire les sculptures qui ont été endommagées lors de l'incendie de Notre-Dame 2019. Ça représente un énorme travail. Un énorme travail. On a compté plus de 3000 éléments sculptés quand même. Grands, petits, derrière moi il y a un ange sculpté qui fait presque 2 mètres. Ça c'est un ange qui vient de la cathédrale? Qui vient de la cathédrale, voilà. Il a été sculpté par une autre équipe, pas par mon entreprise, mais par une autre équipe de collègues aussi, quoi, également. Nous on a travaillé beaucoup sur le statuaire et également aussi sur le bestiaire de Notre-Dame, qui a une réputation, le bestiaire moyenâgeux. C'est quoi exactement? Le bestiaire, c'est les personnages, c'est des animaux qui sont... Personnages non, mais les animaux qui sont en tant que gargouilles, en tant que chimères, ils sont là pour éloigner le mal, effrayer un peu le mauvais esprit pour le pousser de l'édifice. Donc plutôt à l'extérieur de la cathédrale. À l'extérieur ouais, nous travaillons essentiellement à l'extérieur on est intervenu aussi beaucoup à l'intérieur, mais le plus gros du travail, c'était pour les extérieurs. Il fallait rebâtir absolument les pignons du transept nord et du transept sud. Sur ces pignons, énormément de sculptures étaient endommagées. Donc notre mission, c'était de redécorer ces pignons qui ont été rebâtis par les tailleurs de pierre et qui présentaient beaucoup d'éléments sculptés, quoi, en fait. Donc que ce soit du végétal, que ce soit du bestiaire, que ce soit du figuratif, il fallait reproduire ces éléments-là. Du grand, du petit, mais tout en pierre, donc il fallait intervenir d'une manière assez urgente en fait. Hein. Ouais, alors racontez-nous justement, comment est-ce que vous avez travaillé? J'imagine qu'il y a un certain nombre de techniques assez poussées. Ouais, on va prendre le vestige, on va démonter le vestige précieusement, parce que chaque fragment, il a son importance, il raconte son histoire. Hein, donc le vestige, on va le démonter, on va l'emmener dans notre atelier qui était la loge, qui était en bas de l'édifice, là. À la suite de ça, on va le recomposer, cette partie qui a été très abîmée, qui est très lacunaire parce que le feu a détruit énormément la surface de ce vestige-là, sculpté. Donc on va recomposer à partir de plâtre, de mortier, on va recomposer les parties manquantes. À la suite de ça, on intervient avec l'architecte, on lui montre notre proposition, il accepte. Ou il n'accepte pas, peut-être que ça ne va pas lui convenir. En l'occurrence, il a accepté? Oui, ça c'est accepté. Il y a des discussions. Il y a des discussions, c'est normal. Lui, c'est l'architecte, nous, on propose quelque chose. On n'a pas toujours la même vision des choses. Lui nous éclaire un peu sur ce qu'il veut, c'est très bien. Il apporte de la documentation de par Viollet-le-Duc qui nous a pas mal laissé de documentation de dessin quand il est intervenu au 19e siècle. Donc à partir de là, on a quand même pas mal d'informations pour rebâtir les manques sur le bestiaire, quoi. Sur une gargouille, sur une petite chimère qu'on a ici. Ça, c'est des petites chimères qui ont été présentées qui existent, hein, sur l'édifice à ce format-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez construit et qui aurait pu se retrouver en haut de la cathédrale. Qui aurait pu se retrouver en haut de la cathédrale, mais qui se trouve à mi-hauteur de la cathédrale. C'est sur les pinacles côté nord. Donc on retrouve exactement les mêmes là-haut. Voilà, exactement les mêmes. Ça, c'est du plâtre.
Voilà, donc on se permet de faire cette petite bête là pour proposer à l'architecte ce que nous voulons lui proposer comme élément de décoratif sur les pinacles. C'est des chimères d'amortissement, on appelle ça. Il y en a 25 qui ont été réalisées. Là, il y en a quelques-unes pour montrer ce qu'on fait, mais voilà. Donc toutes les chimères que toutes vous les avez chimères, réalisées. voilà, il y a un peu de tous les animaux. Elles sont toutes différentes les unes des autres. C'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que ça soit répétitif. Autrement, l'édifice serait un peu triste du fait et monotone. Parce que c'est. Donc voilà, les jeunes sculpteurs, je les ai mis à faire ça, c'est en plâtre. Et une fois que c'est patiné, bon, bah, ça ressemble vraiment à ce qu'il y aura là-haut, quoi. Là-haut, Et une fois ouais. que c'est validé, eh bien, on peut se prendre cet élément-là pour le réaliser là une fois en pierre. Combien de temps ça prend de réaliser une chimère comme ça? Il y a la partie plâtre et puis ensuite la pierre. Là, c'est une bonne question parce que des fois, on n'a pas suffisamment d'informations pour faire l'élément qu'on veut et on passe des fois plus de temps à faire des recherches sur le modèle, sur la maquette en fait, sur le modèle, plus de temps qu'à le sculpter. C'est malheureux, mais on est obligé de passer par là pour proposer, on ne va pas faire n'importe quoi. Et là, par exemple, c'est combien de... Oh, là, il y a 3 jours de travail. D'accord. Et 3 jours de travail également aussi en sculpture. On en est où là dans le chantier? Toutes les chimères sont terminées? Comment on se situe là par rapport aux 3 mois qui nous attendent là jusqu'à la réouverture? Maintenant, à aboutir le travail, il nous reste le chemin de ronde. C'est le chemin de ronde qui se situe sur tout le pourtour de la cathédrale. Et ce chemin de ronde, il a la particularité d'être orné de fleurons et de chimères. Des fleurons qui font plus de 2,50 m. Et donc là, on est encore en train d'élaborer un peu la proposition des éléments manquants décoratifs, quoi. Donc on fait des greffes. Il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Il faut rien lâcher. On a encore, j'ai entendu tout à l'heure, il y a 10 semaines avant que ça soit terminé. Je pense qu'on va être il nous faut encore 7 à 8 semaines de travail pour finaliser notre intervention, quoi, en fait. Mais tout sera prêt le 7-8 décembre prochain. Il va falloir mettre les moyens qu'il faut. Tout sera prêt dans de bonnes conditions. En tout cas, ouais, ça sera fait. Mesdames, Messieurs, je vous invite à nous rejoindre ici devant le stand des grutiers avec Dartus Levage et la coordination des crues Sika Logistique, puisque dans quelques instants, vous le voyez devant les tours de la cathédrale, on a cette grande grue blanche qui va procéder à une démonstration. Ça n'est pas une manœuvre pour le chantier en tant que tel, mais une démonstration spécialement pour vous, pour cette nocturne des Journées européennes du patrimoine. Alors j'ai toujours à mes côtés Franck. Je suis avec Pierre qui est venu exprès d'Anglet dans le Pays Basque pour venir pour ces Journées du patrimoine. Et vous, en plus, vous avez participé au chantier en tant que charpentier. Racontez-nous pourquoi avoir décidé de venir aujourd'hui profiter de ce moment. Alors oui, effectivement, j'ai participé au levage de la nef avec mon entreprise et plein d'autres charpentiers. Et voilà, une fois qu'on a quitté le chantier, on a quand même toujours autant d'attrait à venir voir le chantier et voir son avancement. Donc le fait qu'il y ait les Journées européennes du patrimoine aujourd'hui, c'est une grande occasion de pouvoir voir l'avancée avant la réouverture qu'on attend tous. Donc voilà, on a grand plaisir à venir voir l'avancée de tous les corps de métier et de revoir aussi les amis, les collègues avec qui on a pu travailler sur le chantier et voir l'avancement, quoi, en général. Ces Journées du patrimoine, c'est aussi l'occasion de venir rencontrer un peu les différents corps de métier qui ont participé à cette restauration. Oui, exactement. Nous, on a été concentrés sur notre métier, mais c'est aussi l'occasion
venir découvrir les métiers qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de découvrir étant concentré sur notre métier. Et là, c'est le moment où on a un peu l'occasion de découvrir chaque métier qui participe à ce chantier. Donc une grande découverte et un approfondissement des découvertes en même temps, quoi. Il y a beaucoup de monde qui est venu ici pour participer à ces journées, pour rencontrer justement les différents corps de métier. Vous qui avez en plus participé à ce chantier, ça vous touche de voir cet engouement autour de la reconstruction, de la restauration de Notre-Dame? Je pense que ça nous touche tous très particulièrement par le fait qu'on ait pu travailler sur le chantier, mais aussi en voyant les gens qui n'ont pas eu l'occasion de travailler sur le chantier, de voir un tel engouement et un tel plaisir de voir à l'instant ces chanteurs qui dans un sens participent un peu au chantier par leur voix, mais tous les artisans qui sont là et qui nous exposent leur travail, qui se dévoilent au grand public et à nous en même temps. C'est un grand plaisir de pouvoir découvrir tous ces petits métiers qu'on n'a pas l'occasion de voir dans la vie de tous les jours, quoi. Vous avez hâte de la réouverture? On a une grande hâte de redécouvrir tout ça, de pouvoir redonner la cathédrale à tous les chrétiens et puis à toute la France entière, aux Parisiens, à tout le monde. Ouais. Vous serez parmi les premiers à venir la visiter? J'espère, ouais. J'espère avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait, merci. Bonjour. Là, je suis en train de tailler une pierre pour le remplage. C'est un élément, ça s'appelle une fourche. C'est l'élément que vous voyez là-bas sur la photographie. C'est un élément qui vient en hauteur, dans la baie gothique. Et voilà, donc la nature de la pierre, ça vient de la Croix-Huard. C'est une carrière qui vient du nord de Paris, à 40-50 km. Et voilà quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, en fait, pour approcher la forme finale, par exemple le boudin que vous voyez, on fait ce qu'on appelle en taille de pierre des épanelages. Un épanelage, en fait, c'est un triangle qu'on taille de façon succincte pour approcher la forme finale. Et au fur et à mesure de faire des épanelages, on va approcher la forme finale, quoi. Donc je vous fais une démonstration. Là, vous ne voyez pas très bien, mais... Alors c'est-à-dire que le grutier a à l'intérieur un tableau de bord qui lui permet de savoir le poids que la grue est en train de porter et également la hauteur. Oui, exactement, la hauteur. Là, comme on voit à l'image, là j'ai fait une série de deux épanelages de façon successive. Donc là, je travaille à la fois sur le côté droit et sur le côté d'en haut, quoi. 90 mètres de haut, je crois que la flèche de c'est la pierre. Voilà, d'enlever vraiment de la masse et d'aller jusqu'au bout. Et ça va nous aider à obtenir la forme finale qu'on voit ici. Donc voilà. Comment on fait pour avoir... Mais il faut rester plus bas que le col, bien évidemment, parce que c'est en fait, il faut savoir que la taille de pierre, avant de tailler une pierre, on fait du relevé. Donc, suivant l'élément qu'on souhaite restaurer, on va relever cet élément-là. Ensuite, les tailleurs de pierre, en fait, c'est des dessinateurs. On procède à ce qu'on appelle du dessin technique. Et le dessin technique va nous aider à avoir un panneau. Donc ça, on l'obtient avec le dessin. Ensuite, grâce au panneau, on va tracer les éléments que vous voyez sur le caillou. Et ça va nous aider à obtenir des axes. Et à partir de là, on va commencer à tailler notre caillou, quoi. Donc, voilà. Là, je suis en train de faire le plat de cet élément-là. Faire un élément bien plat, quoi. Et pareil de l'autre côté aussi. Et après, je vais aller chercher ce plat-là. Ça va m'aider à approcher cette forme-là que vous voyez. Donc, combien de temps encore?
Moi je suis apprenti, je vais prendre un peu de temps, mais par exemple mon tuteur, lui qui est un tailleur de pierre confirmé, il peut faire ça allez, en 1 jour et demi, sachant que moi je vais faire le double de son temps peut-être en 3 jours ou 4 jours, donc voilà quoi, merci. Bonsoir le Figaro, si vous voulez une interview pour la détection incendie, on est disponible. Racontez-nous ce que vous faites. Alors nous on est sur les métiers de la sécurité incendie, donc on est là pour resécuriser la cathédrale suite à l'incendie de 2019, pour protéger en termes de détection de fumée, haute sensibilité. Et notre système va permettre de détecter au niveau des combles et puis dans tout le reste de la cathédrale, donc les départs de feu, et ensuite déclencher le système d'extinction, de brumisation qu'on a dans les combles. Donc ça c'est la grande nouveauté qu'on a sur la cathédrale. La grande nouveauté ça va être les caméras thermiques que vous avez ici qui permettent de détecter les élévations de température et également le système de brumisation haute pression qui va permettre d'éteindre travée par travée. Ce qu'on voit là en bas, ce sont les brumisateurs. Tout à fait, donc ça c'est des buses d'extinction. Vous avez 2 types de buses, vous avez des buses ouvertes et des buses à ampoule qui vont percuter à partir d'une certaine température. Et donc c'est ce qui va permettre de déclencher, d'envoyer l'eau pulvérisée à haute pression. Et c'est piloté par un groupe haute pression, là, et un groupe pompe ici. Qu'on voit sur les photos là. Tout à fait, voilà. Impressionnant. Qui se trouve dans la cave Soufflot, donc un local qui a été créé exclusivement pour le groupe pompe. Donc ça c'est aussi le fruit des leçons qu'on a tirées de l'incendie. Ah, tout à fait, le but c'était d'éviter que ça se reproduise et de pouvoir agir en cas de départ de feu de manière assez précoce et rapide. Et donc le permettre d'avoir une détection précoce et un moyen d'extinction également permettra d'éteindre de manière automatique en cas de départ de feu. Ça vous fait plaisir de voir tous les gens qui viennent ici. C'est à l'ouverture des Journées du patrimoine et déjà c'est l'affluence. Ah, c'est un honneur là. En plus sur la première journée, on a énormément de monde qui s'intéresse à ça. C'est pour des métiers techniques, on est mélangé avec les artisans, tout ce qui est art. Donc ouais, c'est vachement intéressant d'être présent ce jour-là pour la journée européenne. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que ça y est, c'est bientôt la fin, on va pouvoir réouvrir Notre-Dame, Notre-Dame va pouvoir être réouverte. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Notre-Dame, et qu'est-ce que ça vous évoque, cette reconstruction, cette réouverture? C'est un engagement de beaucoup de compagnons. On est énormément de compagnons à travailler main dans la main. C'est une cathédrale qui est connue mondialement. L'ouverture est attendue depuis des années. Donc de décembre 2024, le 6 décembre, ça va rouvrir. Donc on va être content d'être présent à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous touche dans Notre-Dame? C'est une fierté d'être présent. C'est connu depuis des centaines d'années. C'est connu dans le monde. De participer à une restauration comme ça, c'est unique. C'est le chantier du siècle en fait. Et d'être mélangé avec tous les compagnons, c'est moi qui fais plusieurs chantiers, on n'a pas cet engagement qu'on peut avoir sur différents chantiers, c'est assez unique. Vous serez là le 7 décembre? On sera là en décembre pour l'ouverture. Merci. Je mettais ton pain sec dans le cabinet noir pour entrer de mes pots. Puis, mon ventre de moi, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture. Et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture pour faire un lot. Beaucoup de monde ici donc pour l'ouverture de ce village du chantier. Vous voyez beaucoup de touristes qui sont venus pour rencontrer les différents acteurs. C'est ouvert jusqu'à 22h, c'est ouvert tout au long du week-end. Et voilà, il y a beaucoup d'animations également qui sont prévues avec l'occasion de découvrir les différents métiers. Par exemple, le métier de charpentier là-bas, certains sont en train de s'essayer au métier de charpentier. Et l'idée évidemment c'est peut-être de susciter un certain nombre de vocations.